BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Cette semaine, notre libraire sera Alexandra Paget qui, de sa bibliothèque, nous parlera de Tocqueville. Et puis notre globe-trotteur du jour, ce sera Frédéric Simotel qui nous entraînera, lui, dans la Silicon Valley. Et puis tout de suite, on démarre avec nos deux critiques. Et oui, les aléas de la vie les avaient séparés. Quelques semaines, ils sont de retour, ensemble, tous les deux. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternative économique. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré de la Société d'économie politique. Très heureux de vous retrouver, messieurs. Et on commence avec le livre choisi par Christian Chavagneux qui nous emmène en Seine-Saint-Denis avec La République au défi de Stéphane Troussel. C'est aux éditions de l'Aube. Ouais, Stéphane Troussel, c'est le président du département. Donc, ce qui est intéressant, il se dit socialiste, radical, réformiste. Donc, est-ce qu'un homme de gauche qui est dans un département assez particulier, et c'est l'un des intérêts du livre que de nous présenter, de nous faire un portrait, une cartographie, une radiographie du département de Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il a à nous dire comme homme de gauche sur la politique dans ce département de manière plus générale? La radiographie est vraiment intéressante. On sait que la Seine-Saint-Denis, c'est un département particulier parce que il y a beaucoup de classes populaires, il y a beaucoup d'immigration, il y a beaucoup de jeunes, il y a un taux de pauvreté qui est très élevé. Et en face, il n'y a pas assez d'emplois pour donner du travail à toute cette jeune génération. Il y a des services publics qui sont en décrépitude totale. Et bon, on le sait, mais les chiffres que donne Troussel sont vraiment impressionnants. Il nous dit, avec les absences de profs, par exemple, sur l'ensemble d'une scolarité, un enfant qui aurait tout fait en Seine-Saint-Denis perd l'équivalent d'un an de scolarité, avec toutes les absences. On nous dit, c'est un désert médical. Alors, on emploie souvent cette expression, cette région, ce département. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire quoi, nous dit Troussel, au moment où il y a la pandémie. Le département ne reçoit pas assez de vaccins pour la grosse démographie du département. Il va voir le gouvernement en disant j'ai besoin de plus de vaccins. Le gouvernement dit pas de souci, voilà plus de vaccins. Et pourtant, le département reste très en retard sur la vaccination. Il y a tous les vaccins qu'il faut. Pourquoi? Tout simplement qu'on n'avait pas de médecin référent. Vous ne savez pas trop comment faire. Quand vous avez une bonne partie de la population qui n'est pas à l'aise avec le numérique, vous ne savez pas comment faire. Toutes les doses ont été utilisées, mais par les Parisiens et les gens des autres départements, en fait. Autre exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait 100 caisses de sécu un petit peu partout dans le département. Quand vous avez un problème, d'ailleurs, il en reste 14. Et pour les publics défavorisés, quand vous coupez ça, vous coupez l'accès aux soins quelque part. Il y a la possibilité de toucher un petit peu d'argent pour vous soigner. Voilà des exemples extrêmement concrets de ce qui se passe dans le département. Alors, vous direz peut-être que Uber va solutionner ça, puisque vous avez plein de gens du 93 qui dit non. Ce qu'il voit Troussel, lui, c'est beaucoup d'entrepreneuriat social, beaucoup d'entreprises qui se créent autour des questions sociales, autour des questions environnementales. L'écologie, pour lui, c'est quelque chose qui doit être organisé bien au-delà du département, bien au-dessus du département. Ça va être une planification plutôt générale, étatique. Et il ne veut pas qu'on passe de la voiture à la voiture électrique. Il veut qu'on sorte du tout voiture. Voilà, ça, c'est pour avoir aussi un petit peu les engagements du personnage. Il ne lui paraît pas que s'il y a une prochaine crise sociale, ça viendra des questions écologiques, mais plutôt des questions de logement. Statistique encore assez impressionnante. 66%, les 2/3 des logements qui sont construits en Seine-Saint-Denis, qui ont été construits en Seine-Saint-Denis, datent d'avant le moment où on a commencé à mettre des normes un peu de qualité, environnementale, phonique, etc. Il dit que le vrai problème, et la prochaine crise sociale pour lui qu'il voit naître, c'est sur la mauvaise qualité du logement. Il faut absolument faire quelque chose. Bon, est-ce que, pour finir, est-ce qu'il est pessimiste par rapport à son département? Bien évidemment non. Donc, président du conseil départemental, il est obligé de dire qu'il est plutôt optimiste. Il y a des raisons quand même. Il voit les Parisiens partir parce que c'est trop cher de vivre à Paris. Et si une partie vont en province, une partie viennent aussi en Seine-Saint-Denis. Les prix de l'immobilier sont quand même plus bas. Et il y a une grosse disponibilité de bureaux, donc les entreprises arrivent aussi. Il y a le Grand Paris, il dit ça rattrape juste le sous-investissement qu'on n'a pas eu pendant des décennies. C'est pas plus, mais c'est déjà ça. Et les JO qui n'apportent pas de trucs supplémentaires, mais accélèrent des dossiers qui traînaient un peu. Donc voilà, un département très particulier, mais quand même un peu prometteur. Jean-Marc Daniel, ce périple en Seine-Saint-Denis. Ce qui est dommage, c'est que Christian ne nous a pas dit que ça, c'est 10% du livre. 90% du livre, il nous raconte... Alors, très politiquement correct. C'est sa mère, sa grand-mère, sa marraine qui l'ont introduit en politique.
Les hommes ont complètement disparu. Ensuite, c'est le discours du Parti socialiste à 1,75% des voix au présidentiel. Donc une espèce de discours assez convenu sur l'écologie, sur la fracture sociale. Enfin, je comprends pourquoi les socialistes sont en train de disparaître. Cette espèce de discours sans imagination, cette espèce de routine intellectuelle d'une médiocrité affligeante occupe 90% du livre. Effectivement, il y a 10% sur la Seine-Saint-Denis. Et là, je trouve que c'est d'abord assez attachant, parce que le personnage défend son département. Il dit « Je suis le département le plus pauvre ». Probablement même de France, dans la région qui est la plus riche, probablement même d'Europe. Et donc, mais la seule réponse qu'il a apportée, c'est il faut davantage de crédit. À un moment donné, quand on lui dit effectivement, les profs sont pas là, il y a aussi un passage sur le tribunal qui est à Bobigny, et le journaliste, enfin, qui l'interroge, l'éditorialiste qui l'interroge, lui dit mais Bobigny, il dit non, le problème à Bobigny, c'est que les magistrats restent pas plus de 3-4 ans. Alors, l'intervieweur, le journaliste, lui dit et pourquoi? Et il n'y a pas de réponse à ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sort du tribunal de Bobigny est obligé d'être accompagné par une garde rapprochée pour éviter de se faire lyncher par la population. Il y a toute une vision de ce qu'est la Seine-Saint-Denis, à mon avis, qui est absente. Et donc, il identifie les problèmes, il pense que la solution, c'est de remettre de l'argent, et je pense que c'est beaucoup plus complexe. Voilà ce que disait Christian, et qui met sans doute le doigt sur un problème qu'on a déjà évoqué, c'est que finalement, c'est dans les régions qui vont le plus mal qu'on met le moins de moyens, qu'on met les policiers les moins expérimentés, qu'on met les enseignants les moins expérimentés, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire. Oui, sauf que les enseignants en question, les magistrats, il le dit bien, tout le monde s'en va. Et les 90% qui restent ne sont pas pathétiques, sont antilibérales. C'est d'où cette force. Cette force exprimée par Jean-Marc Daniel. C'est ça qui l'agace. C'est sur l'idéologie. C'est ça qui l'agace. J'attribue, pathétique à antilibéral, oui. Voilà, là c'est signé c'est signé le pathétique Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Danielax. Bon, Jean-Marc, votre choix. Alors on change d'univers avec le livre de Charlène Biondi aux éditions Bouquin, Décodé. Trait d'union codé. Oui, absolument. Donc, vous savez, la collection bouquins, traditionnellement, c'était des vieux textes qui étaient dans des gros livres qu'on mettait. Et là, ils sont un peu crème. Hein. Oui, exactement. Ils sont en train de s'engager dans la publication d'essais. Et là, c'est la thèse de doctorat de cette jeune femme, de Charlène Biondi, qui a été réaménagée, réécrite. Et elle s'intéresse à la technologie, au numérique, sur un texte qu'elle qualifie de technopoétique. Alors, c'est quoi? C'est qu'elle raconte effectivement les enjeux au travers de certains personnages. Donc, un nommé Stuart Brand, sur lequel, je crois, nous aurons l'occasion de revenir. Frédéric Simotel, tout à l'heure, nous en fera le portrait plus précis à travers un livre. Donc, c'est un personnage, c'est un personnage clé de la Silicon Valley. Et elle met en regard Leibniz en tant que philosophe à la fois de l'optimisme, mais aussi de la solitude, etc. Et elle dit, il faut vraiment comprendre ce qu'est les nouvelles technologies. À l'aune de cette pensée, il y a une philosophie derrière tout ça. Et elle dit, en fait, cette philosophie qui se voulait libératrice est en train de se heurter à des mécanismes qui sont des mécanismes où c'est la démocratie elle-même qui est en danger. Elle prend un exemple que j'ai trouvé frappant. Elle dit, vous ne savez pas où est Vélès? Alors, je ne savais pas où était Vélès. Vélès, c'est dans Macédoine. Et c'est un endroit où s'était installé tout un tas d'opérateurs informatiques, tout un tas de youtubeurs, tout un tas de personnages sur les réseaux sociaux qui envoyaient des messages sur la campagne électorale américaine. Et elle disait, ils ont été... Donc, dès que ça bougeait quelque part, ils faisaient la campagne de Trump, ils étaient payés $370, 370 euros quasiment pour leur prestation, et ils étaient en capacité de manipuler, en fait, d'une certaine façon, le résultat d'un certain nombre d'élections. Et elle dit, il y a donc une société qui a une philosophie, qui est une philosophie de la libération, et qui est en train de déboucher sur une pratique de la manipulation. Et la conclusion qu'elle dit, c'est qu'il va falloir réinventer une forme de rapport démocratique au numérique, mais que jusqu'à présent, tout ce qu'on raconte est quelque chose qui est à côté, soit c'est hyper enthousiaste, soit c'est hyper négatif, mais c'est à côté de véritablement l'enjeu qui est de trouver un mode de relation entre les individus au travers du numérique et qui préserve la démocratie par-delà la manipulation. J'ai trouvé ce livre, c'est quelquefois assez abscon, mais j'ai trouvé ce livre passionnant. J'ai hâte de savoir ce que Christian pense de ce livre. J'en ai aucune idée. Oui, moi aussi. Des fois, on se dit, bon allez Christian, il doit penser. Alors là, je suis d'accord. Quand je l'ai lu, je me suis demandé que va dire Christian.
Quand j'ai commencé, j'ai eu peur. Parce que le tout début, mais uniquement le tout début, c'est plein de banalités sur le numérique. Je me dis, oh là là là, on est mal parti. Puis finalement, l'autrice rentre dans des sujets beaucoup plus intéressants. Sur la première moitié du livre, je parlerai après de la deuxième moitié, mais sur la première moitié du livre, elle nous dit, par exemple, regardez, l'univers numérique, c'est le fameux métavers. Zuckerberg, quand même, a mis 10 milliards de dollars, pas un petit montant, pour créer quoi? Un univers complètement virtuel. La différence entre le virtuel et le réel devient un petit peu floue. Hein. On est un peu dans Ready Player One de Spielberg. Et on est surtout dans un environnement qui n'est là que pour développer des actifs immatériels spéculatifs. C'est un endroit où Zuckerberg pense qu'il va faire beaucoup d'argent parce que pour y venir, il va falloir payer cher. Pour avoir son loyer, il va falloir payer cher. Mais où tout le moindre petit cheveu qui me reste, tout ce qui est rare et cher, eh bien, je vais le mettre sur le métavers et je vais dire que c'est un actif dont j'ai la propriété, exclusive, inaliénable et que je peux vendre et je peux avoir un prix. Donc tout a un prix, vous voyez, et on fait uniquement sur une manière de spéculation. Bon, elle nous parle bien sûr de la remise en cause de la démocratie, on a l'habitude maintenant du sujet, non pas qu'il soit faux, il est important, hein, c'est ce risque de prise d'un technopouvoir qui va décider par les algorithmes que parce qu'ils nous ont surveillé notre état de santé, qu'il va falloir tant d'hôpital dans telle région et que le politique n'a plus rien à décider. C'est l'algorithme, en plus un algorithme fait par des entreprises étrangères qui va décider, donc fin de la souveraineté politique. Bon, je ne sais pas si elle a raison, si on ira jusque-là, mais la menace, eh bien là, les réseaux sociaux qui ne gagnent de l'argent que par la viralité qui ne se fait que dans la provocation et non pas dans l'échange d'arguments rationnels. Tout ça, c'est la première moitié du livre, et on se dit, bon, c'est des sujets qui ont déjà été soulevés, mais c'est bien expliqué, c'est bien là. La deuxième moitié du livre, elle nous dit, mais tout ça c'est très bien, mais ça ne va pas jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, ça veut dire que comprendre que le numérique nous met dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, notre relation à la société, notre relation au monde, dans ce qu'on pense qu'il est possible de faire dans le monde, dans la logique du numérique, qui n'est pas la logique habituelle qu'on a suivie. Alors là, je la suis, et là, quand j'ai vu ça au début de la deuxième partie, je me dis, ça, super, elle va enfin nous expliquer ça. Sauf que je n'ai pas la réponse. Et que c'est même un petit peu confus, parce qu'elle nous dit d'un côté, nous ne sommes pas des êtres seuls, individuels, rationnels, qui pensons dans notre coin, on est en relation avec le reste du monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, la relation avec le reste du monde, c'est notre connexion aux réseaux sociaux, au numérique en général. En quoi ça change notre façon de voir les choses ? Bah, je ne sais pas, en fait, à la fin du livre, je ne sais pas. Et puis d'un autre côté, et puis, bon, avant, ça passait par le RTF, nos collègues de travail. Maintenant, ça passe par les réseaux sociaux. Ça a peut-être changé de support. Mais les influences qu'on a du reste du monde ont peut-être juste changé de support. Elle nous dit ça change fondamentalement, mais je n'ai pas compris en quoi ça changeait fondamentalement. Et de l'autre côté, elle nous dit oui, mais les réseaux sociaux et tout le numérique fait que, comme nous sommes toujours branchés sur les fluctuations de ce qui se passe dans le numérique, nous ne sommes plus des individus isolés. Mais justement, avant, elle a dit qu'on n'était pas des individus isolés parce qu'on était liés avec le reste. Donc voilà, j'ai trouvé la deuxième partie un peu confuse, même si la question qui était posée était intéressante. Eh ben, bon, formidable. Il le recommande ou pas? J'étais content de... À moitié. À moitié. J'étais content de vous retrouver tous les deux en même temps. Ça fait plaisir. Allez, c'est l'heure de retrouver nos chroniqueurs. C'est tout de suite Alexandra Paget, Tocqueville, le droit au travail.